En physique, un atome présente des niveaux d'énergie. S'il est excité, c'est le cas ici, eh bien son énergie augmente et il passe d'un niveau 1 à un niveau 2. Pour l'exciter, il faut lui donner la quantité d'énergie exacte pour passer d'un niveau 1 à un niveau 2. Cette quantité d'énergie, delta E, est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Donc, pour exciter cet atome, le photon qui doit le bombarder doit posséder cette énergie delta E. Je peux illustrer ce phénomène en augmentant le niveau d'énergie de l'atome et on constate que dans ce cas-là, les photons qui bombardent l'atome n'ont aucune répercussion sur cet atome. L'atome ne va pas l'absorber parce que ça ne l'intéresse pas, il ne correspond pas à l'énergie delta E qu'il lui faudrait. Maintenant, je réduis de nouveau le niveau d'énergie E2 pour pouvoir exciter éventuellement l'atome lorsqu'il est bombardé par un photon. Voilà. Alors maintenant, si on regarde un peu plus dans les détails, un atome excité ne reste pas excité très longtemps, c'est-à-dire qu'il aime retrouver son état fondamental. Et donc pour cela, il faut qu'il libère cette énergie delta E. En libérant cette énergie delta E, il va émettre un photon de même énergie. En étant plus précis, on constate que le photon émis n'a jamais la même direction. Il a une direction complètement aléatoire. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'émission spontanée. Maintenant, on va augmenter le flux de photons. En augmentant le flux de photons, l'atome va se retrouver excité beaucoup plus souvent. Et on constate que lorsqu'un photon va bombarder l'atome qui est déjà excité, et bien à ce moment-là, le photon qui a été utilisé pour bombarder l'atome et le photon qui est émis au moment où l'atome retrouve son état fondamental, sur cette animation vont se retrouver, ces deux photons-là vont se retrouver accolés. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ces deux photons ont la même énergie, l'énergie delta E, mais en plus, ils ont la même direction. Et dans ce cas-là, on voit que la direction est toujours horizontale. En clair, le photon qui bombarde et le photon qui est émis ont exactement les mêmes caractéristiques. Même énergie, même direction. On dit à ce moment-là que ce sont des photons qui sont identiques et on parle de phénomène d'émission stimulée. En excitant un grand nombre d'atomes, on peut obtenir à ce moment-là un grand nombre de photons, tous dans la même direction et tous avec la même énergie. On peut alors créer un faisceau de lumière où tous les photons sont identiques. C'est ce qu'on appelle l'effet laser. D'ailleurs, laser est un acronyme qui signifie amplification de lumière par émission stimulée de radiation. Pour favoriser l'émission stimulée, il faut envoyer un grand nombre de photons sur des atomes déjà excités. Pour cela, le nombre d'atomes excités doit donc être plus important que le nombre d'atomes dans l'état fondamental. On doit alors réaliser ce qu'on appelle une inversion de population. Alors on constate que lorsqu'on travaille avec deux niveaux d'énergie, eh bien cette inversion de population n'est pas très probable. On est ici plutôt dans le cas où le nombre d'atomes dans l'état fondamental est plus important que le nombre d'atomes dans l'état excité. Il faut donc réaliser ce qu'on appelle une inversion de population par pompage optique. Alors on ne rentrera pas dans les détails, simplement pour pouvoir obtenir cette inversion de population beaucoup plus régulièrement, eh bien il faut utiliser en fait un troisième niveau d'énergie. Donc je vais ajouter un troisième niveau d'énergie. Au niveau des réglages, eh bien je vais utiliser un dispositif qui permettra d'exciter les atomes au niveau du troisième niveau d'énergie. Je vais demander à avoir une durée de vie qui soit très petite pour le niveau 3 et qui soit plutôt importante pour le niveau 2. Et là, on constate que dans ce cas-là, eh bien, l'inversion de population est beaucoup plus fréquente que dans le cas où je n'avais que deux niveaux d'énergie. Donc l'inversion de population a bel et bien été réalisée. Dans un laser, on place aussi à chaque extrémité un miroir. Voilà. Donc un photon désexcite un atome qui émet un autre photon identique et ainsi de suite grâce au miroir.
Et dans ce cas-là, suivant la réflectivité du miroir, donc je vais la régler par exemple, je vais augmenter légèrement, eh bien on va pouvoir construire en fait un laser. Voilà. L'effet laser va augmenter petit à petit. De plus en plus de photons identiques vont pouvoir être émis et on a donc construit notre effet laser. Voilà. Donc en augmentant sur le flux éventuellement de photons incidents, la réflectivité du miroir, on peut constater au bout d'un moment que notre laser fonctionne correctement. Alors après, il faut faire attention aussi, si les miroirs sont trop réflecteurs, eh bien on peut avoir au bout d'un moment beaucoup trop de photons identiques qui sont émis et le laser peut présenter un danger. Donc au niveau technique, les réglages sont adaptés pour avoir un laser qui fonctionne dans les conditions optimales, ce qui est le cas ici.